Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Paranormal, militaire et service secret, avec des expériences imaginées et faites par des militaires russes. On plante le décor, nous sommes dans les années 60, une Russe est étudiée par un biologiste, Naumov, en vue de peut-être l'utiliser pour les services secrets russes. Une multitude d'expériences concluent à des pouvoirs évidents de la pensée sur la matière. Et on va lui proposer, avec insistance, l'expérience du cœur de la grenouille. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors, Yves Lignon, l'expérience du cœur de la grenouille. Eh bien, il nous faut d'abord faire un peu de biologie, et non pas de parapsychologie, et vous apprendre qu'un cœur de grenouille peut continuer à battre tout seul dans une éprouvette, à condition d'être plongé dans un liquide chimique convenable. Voilà, vous trucidez la grenouille, mais son cœur peut continuer à battre. C'est de la banalité biologique. Okay. Et donc, vous imaginez bien l'expérience, on va présenter à Nina Koulikina un cœur de grenouille en train de battre dans une éprouvette, et on va lui dire maintenant, il ne s'agit plus de dérégler une boussole, il ne s'agit plus de faire bouger une balle de tennis, il s'agit d'arrêter ce cœur. Alors la grenouille est morte bien sûr, oui. Le cœur est dans l'éprouvette, il est dans ce produit chimique qui permet justement au cœur de continuer à battre. Oui. Voilà donc notre Russe. Voilà, Nina Koulikina, mais là il y a plusieurs témoins, on enregistre, on prend bien note et on voit progressivement le cœur qui ralentit et qui s'arrête. Donc Nina Koulikina est capable d'interrompre les battements d'un cœur de grenouille. Un cœur de grenouille plongé dans ce produit-là peut battre combien de temps ? Pendant quelques minutes. Mais là, ce qui a été observé, c'était très visible, nous dit-on. D'accord. Parce qu'il y a eu d'abord un ralentissement. Il n'est pas tombé en panne d'un seul coup. Je dirais, un cœur de grenouille normal plongé dans cette solution tombe en panne d'un seul coup. Il bat un moment, puis il s'arrête. Bon, c'est comme une montre déréglée. Mais là, non, il a ralenti, jusqu'à s'arrêter. Par conséquent, on peut dire qu'elle l'a affaibli. Elle l'a affaibli. Jusqu'à la mort du cœur. Et donc, évidemment, les perspectives sont extraordinaires. Il ne faut pas se leurrer, je le disais un peu hier, les perspectives, c'est le terrorisme, c'est l'assassinat politique. On va pouvoir ralentir le cœur des gens jusqu'à provoquer un arrêt cardiaque. On va pouvoir. C'est là, justement, que nous retombons dans les excès de ce livre et de ce film dont nous parlions hier. Nina Koulikina, les chèvres du Pentagone. Oui, elle n'a pas mis à mort un être vivant. Elle a simplement mis fin au battement d'un cœur de grenouille qui n'était pas dans la grenouille, si j'ose dire, qui était dans une éprouvette. C'est vrai qu'il y a des perspectives extraordinaires, mais ça ne prouve pas que Nina Koulikina est capable de devenir un assassin politique. Ça ne prouve pas que si on lui dit « Écoutez, madame, vous allez vous rendre près de telle tribune où un discours va être prononcé et grâce à vos pouvoirs, eh bien la personne qui sera sur la tribune s'effondrera ». Non, on ne sait pas si elle a ce pouvoir. On sait simplement qu'elle est capable d'arrêter un cœur de grenouille. Et alors on se dit, surtout quand on est responsable de services secrets, après tout, et pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Les Russes n'ont jamais eu de réponse. Parce que après cette expérience du cœur de grenouille, Nina Koulikina est tombée malade. Il ne faut pas oublier que les expériences la fatiguaient énormément, qu'elle en sortait avec des troubles de la vision, avec des douleurs de la colonne vertébrale. Bon. Qu'elle avait perdu du poids et puis repris J'ai poids. parlé des malaises pendant les expériences. Mais après, elle était complètement vidée. Et elle est tombée malade, elle s'est retrouvée handicapée, pratiquement aveugle. Donc elle n'a plus expérimenté jusqu'à sa mort en 1990. Et donc, si on sait de manière certaine que Nina Koulikina était capable d'arrêter les battements d'un cœur de grenouille, on ne sait pas si elle était capable d'arrêter les battements d'un cœur humain.
On le sait d'autant moins que le cœur de grenouille était sous ses mains et que le cœur de l'humain, dans ces Il cas-là, était aurait dans été la un peu plus carcasse. loin. Et dans la carcasse en plus. Tout à fait. On parle donc, vous avez bien compris, de terrorisme à distance. Et pendant ce temps, aux États-Unis, il se passe des choses. Oh oui. Paranormal, militaire et service secret. Avec Yves Lignon cet après-midi, on parle de terrorisme à distance. De possibilités de terrorisme à distance. Et jusqu'à présent, nous avons parlé de ce qui se passait en Russie soviétique, en Russie d'avant le rideau de fer. Dans les années 60. Oui. Alors, nous en parlons assez à l'aise de toutes ces expériences, Emmanuel, parce que nous avons le recul. Il s'est passé du temps, donc les documents scientifiques ont pu être synthétisés, ont pu être critiqués, on a pu faire le tri, donc nous avons une bonne idée des recherches qui ont été menées à l'époque. Mais au présent, dans les années 60-70, on n'avait pas la possibilité de ce recul. Ce qui passait à l'étranger, c'était des documents que certains scientifiques russes envoyaient. C'était des correspondances privées. Alors d'autres scientifiques leur donnaient des idées. Et puis de temps en temps, il y avait un scientifique russe qui allait au goulag. Donc c'était pas très clair. Et vu des États-Unis, on ne pouvait peut-être pas prendre ses distances, mais on pouvait quand même se dire, au vu de ces informations incomplètes, vagues, qui filtraient, qu'il aurait mieux valu se méfier. Qu'il fallait peut-être prendre le problème en main et qu'il fallait peut-être aussi, aux États-Unis, lancer une recherche de parapsychologie à but d'espionnage, à but militaire. Pourquoi pas? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que les Américains, à l'époque, moi aussi j'ai vu des documents, disposaient d'informations folles. Ils avaient entendu parler de la Koulikina, bien sûr. C'est-à-dire de cette médium russe. Voilà, la médium russe, celle qui a fait l'expérience du cœur de grenouille. Mais en entendant parler de la Koulikina, ils avaient entendu dire que des scientifiques critiquaient, disaient tout ça. Bon, en même temps, il y avait quelqu'un qui arrivait aux États-Unis, qui prétendait être un scientifique russe quittant son pays, fuyant. Et qui disait qu'il avait inventé carrément le rayon de l'amour. Alors, il se baladait dans les bureaux en présentant deux boîtes rondes, vous savez, de ces boîtes de biologie, dans lesquelles poussaient des graines. Et dans une des boîtes, il introduisait une moisissure. Entre les deux boîtes, il plaçait une espèce de plaque de cristal et il disait, regardez, la moisissure gagne l'autre boîte. Mon cristal, c'est le rayon de la mort. Alors, ce gars-là, on n'a jamais su si c'était un fantaisiste, un charlatan ou un véritable scientifique. Ce qu'on sait, c'est qu'il faisait le siège des bureaux. Mais vous êtes un responsable militaire américain ou le responsable d'un service de renseignement. Vous n'êtes pas forcément un fada comme ceux des chèvres du Pentagone, mais vous faites votre boulot correctement. Vous avez tous ces bruits, toutes ces rumeurs plus ou moins fondées qui arrivent de derrière le rideau de fer. Vous avez un gars qui vient vous voir en disant « j'ai trouvé le rayon de la mort ». Vous pouvez tiquer, vous pouvez jeter l'eau du bain, Oui. mais vous prenez surtout garde à ce que le bébé ne suive pas le même chemin. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a monté un très très lourd programme d'expérience, d'abord de manière artisanale, sans y mettre trop de moyens. Puis à partir de 1975, c'est la CIA carrément qui a pris les choses en main. Donc les services secrets américains. Les services secrets civils qui ont été reliés par la DIA, les services secrets militaires. Okay. Et ça a duré 20 ans, jusqu'en 1995. Et en 1995, il y a eu des fuites. Il y a des journalistes qui ont commencé à en entendre parler et qui se sont aperçus que ça avait coûté très cher. Et il y a donc eu un débat. Est-ce qu'on peut continuer ces expériences? À quoi servent-elles? C'est tout ça que nous allons parler maintenant. Et la suite, bien sûr, à suivre sur Sud Radio dans Les Clés du Mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Nous sommes aux États-Unis. Espionnage et médium. Avec justement aux États-Unis, un homme, Yves Lignon, qui va faire parler. Oui, un homme qui fait parler de lui à l'heure actuelle parce qu'il a pris sa retraite, parce qu'il ne travaille plus pour l'armée, il est militaire. Il était militaire à l'époque. Il se nomme Joe McMoneagle. Oui. Et donc Joe McMoneagle, ça a été la vedette
si j'ose dire, de ce programme d'expérience financé par les services secrets civils puis militaires qui a duré 20 ans. Et tout ce programme avait pour but de former des soldats à une forme particulière de voyance qu'on appelait la vision à distance. Et la vision à distance, ça consiste à pouvoir décrire un lieu sur lequel se trouve quelqu'un. Ça consiste, à partir des coordonnées géographiques, latitude, longitude, à décrire qu'est-ce qui se trouve en ce point. On vous donne telle latitude et telle longitude. Si vous êtes capable de vision à distance, vous répondez en disant « Je vois une grande colonne pointue, c'était les coordonnées de la place de la Concorde à Paris. » C'est ça la vision à distance. Donc le programme en tournait essentiellement autour de ça. Et bien entendu, ce qu'on demandait, c'est d'essayer de voir par cette forme de voyance, voire par voyance, où se cache le colonel Kadhafi, histoire de le bombarder. Aujourd'hui, Ben Laden. Oui, et d'ailleurs nous en parlerons demain, parce qu'il est probable que les programmes, bien que s'étant officiellement terminés en 1995, aient été réactivés à plusieurs reprises. Bon, où se trouve tel camp de terroristes? C'est ça la vision à distance. Et donc, quand le programme a été terminé, quelques-uns de ceux qui ont participé ont eu le droit de parler, et celui qui est le plus connu, c'est ce fameux Joe McMoneagle. Alors, de quoi est capable Joe McMoneagle? Je vais vous le dire à propos d'une expérience qui a été réalisée par un de mes amis, un chercheur, un parapsychologue américain qui vit maintenant en France. Donc, cet ami, un jour de l'été 2002, se promène à Paris sur le pont Alexandre III. Alors le pont Alexandre III, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pont qui est tout doré, qui est plein de statues et qui fait communiquer, grosso modo, le côté Champs-Élysées avec le Grand Palais et le côté Esplanade des Invalides avec le Dôme, etc. Et donc, l'après-midi, Mario se promène, il fait l'aller-retour sur ce pont. Et à ce moment-là, aux États-Unis, dans sa petite villa, là où il a pris sa retraite, et nonobstant le décalage horaire, Joe McMoneagle essaie de savoir où se trouve Mario Varvoglis. Et il va faire un dessin. Il va dessiner le pont Alexandre III. Avec des détails. Avec des détails extraordinaires, avec ces fameuses statues, avec tout ce doré du pont Alexandre III. Il va même dessiner la voie sur berge, la fameuse voie sur berge qui fait tant parler les Parisiens, est-ce qu'on la ferme aux autos, etc. Il va dessiner, non pas le Grand Palais, il va se tenir uniquement du côté rive gauche. Il va dessiner ce que n'importe qui peut voir au débouché du pont Alexandre III, qui est l'aérogare des Invalides, le bâtiment dans lequel on prend le bus d'Air France pour se rendre à l'aéroport. Ce bâtiment, il va le dessiner avec beaucoup de détails. Et puis après quoi, il va ajouter une phrase. Et cette phrase qu'il écrit sous ses dessins, c'est « Est-ce qu'il n'y a pas par là un espèce de mémorial ou un tombeau ?» Bon, c'est pas à nous qu'on va apprendre que le tombeau de Napoléon n'est pas très loin. Et bien entendu, Joe McMoneagle, comme la plupart des Américains, ne connaît pas Paris. Voilà de quoi il est capable. De décrire comme ça des lieux à partir d'un stimulus. Tout ce qu'on lui dit, c'est il y a quelqu'un que tu connais, puisque c'est un Américain vivant en France, il y a quelqu'un que tu connais qui est en train de faire les 100 pas à tel endroit. Oui. Quel est cet endroit? Oui. Et McMoneagle dessine. Sur ce qu'il a pu dire de ses expériences qu'il a faites pendant 20 ans, il a fait ce type d'expérience avec la CIA, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a réussi plus de 200 fois. C'est-à-dire en moyenne 10 fois par an. Oui. Et il a d'ailleurs reçu une décoration tout à fait officielle, la Légion of Merit, qui est la Légion d'honneur américaine. Mm-hmm. Il n'est pas, je pense, autorisé à tout dire. Ah oui. Il est bien évident que si les dons de Joe McMoneagle ont servi de base à quelques opérations que la morale politique réprouve, lui, il n'a pas l'autorisation d'en parler. Bien sûr. Mais enfin, quand on lui dit « Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez à la CIA, quand il était enfermé dans un fort qui s'appelle Fort Meade ?» Il dit « Si vous voulez que je fasse une démonstration, voilà un exemple. »
Et l'exemple, c'est celui que je viens de vous donner. Voilà, des pouvoirs donc avérés. La suite de Paranormal, Militaire et Service Secret avec Yves Lignon dans un instant sur Sud Radio. Yves Lignon, on parle depuis hier et ça va continuer encore de paranormal, de militaire et de services secrets. C'est vrai qu'on se pose aussi la question. Yves, comment est-ce que vous êtes au courant de tout ça finalement ? Tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis des documents déclassifiés. Oui. C'est-à-dire que les services secrets ont été obligés de remettre à des commissions scientifiques chargées d'évaluer une partie de leurs documents. Ils n'ont certainement pas tout donné. Oui. Donc il y a eu des documents qui sont arrivés aux mains des scientifiques. Et qu'il y a eu en France un seul travail universitaire, un mémoire de sciences politiques effectué par une jeune étudiante de Grenoble. Et que devinez qui était le directeur et le responsable de ce mémoire. Ah, c'était vous. À quel endroit cette jeune fille est-elle venue préparer son mémoire ? Au laboratoire de parapsychologie de Toulouse. Ah, dans mon université. Bon, tout voilà comment je sais tout ça. Donc, je le sais parce que quelqu'un a travaillé sous ma direction. Okay. Alors, ce fameux programme, donc, qui a duré 20 ans, on le connaît généralement sous le nom de Stargate, bien qu'il ait porté plusieurs noms. Mais c'est un détail. Et il faut que je vous raconte comment ça a commencé. Ça a commencé en 1972 dans une très grande université californienne à Stanford. Au Stanford Research Institute, dit avec l'accent. Oui, on constate. Et dans ce SRI, comme ça il n'y a pas d'accent, oui. Eh bien, travaillaient deux physiciens, des spécialistes des lasers, Harold Puthoff et Russell Targ, et qui étaient des gens de haut niveau dans leur métier. D'ailleurs, ce SRI, cet Institut de recherche de Stanford, c'est là qu'on a inventé la souris pour ordinateur. Ah, oui. Vous voyez, bon, c'est pas exactement un petit établissement de province. Oui. Et ces deux physiciens, par ailleurs, s'intéressaient à la parapsychologie. Et un jour, ils ont vu arriver un monsieur qui leur a dit « Je me présente au nom de la compagnie, je vais essayer de vous le dire avec l'accent, East Coast Challenger. » Bon, ça sent le commandant Bernard. Dont on parlait hier. Et qui leur a dit « Eh bien, messieurs Puthoff et Targ, vous vous intéressez à la parapsychologie en plus de votre travail sur le laser. Je peux, moi, au nom de ma société, faire le sponsor, vous donner des crédits pour faire de la parapsychologie. Puis on discutera après. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez à me montrer ?» Et Puthoff et Targ disent « Écoutez, nous avons un personnage que nous étudions, qui est un écrivain, un artiste peintre, un homme très sympathique, qui se nomme Ingo Swann, mais qui est capable de voir, de décrire un objet qui est caché dans une boîte opaque. Donc depuis quelque temps, nous faisons des expériences avec ce bonhomme. Très bien, dit le représentant de la Machine Show Challenger, avant de vous donner de l'argent, je veux voir ce que ce bonhomme sait faire. » Et il revient quelques jours plus tard avec une petite boîte en bois. Donc opaque. Opaque. On l'attend à Ingo Swann et dit alors là, dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, Ingo Swann répond, dans cette boîte en bois, il y a quelque chose de petit, de marron, de vivant, qui a la forme d'une feuille, mais qui n'est pas végétal. Ah oui, bon, c'est assez précis. Oui, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il y avait, Emmanuel, dedans, à votre avis ? Qui ressemble à une feuille, qui est un vivant. Bon, je ne sais pas. Elle ne sait pas. Perdu. C'était un papillon de nuit. D'accord. C'est bien petit, marron, ça a l'allure d'une feuille, et c'est vivant. Oui. Alors, du coup, évidemment, le sponsor, la Machine Show de Challenger, on dit écoutez les gars, vous avez $50,000, mais maintenant, le sujet des expériences au sens humain, ça va bien être cet Ingo Swann, oui. Mais le sujet de l'expérience au sens qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va essayer de trouver, c'est moi qui vais le fournir. Et c'est comme ça qu'a commencé le programme Stargate. Et je vous assure que c'est resté secret parce que Harold Puthoff est très connu dans les milieux de la parapsychologie et donc il a participé pendant 20 ans à ce programme sans qu'aucun de ses amis à l'extérieur ne le sache. Aucun de nous autres qui sommes ses correspondants, qui connaissons ses travaux, pendant 20 ans, nous n'avons pas su qu'en plus, il expérimentait pour le compte d'un certain commandant Bernard peut-être. On va rentrer dans le programme de Stargate dans un instant dans les clés du mystère sur Sud Radio. Sud Radio, les clés du mystère.
Paranormal, militaire et services secrets. La CIA donne 50 000 $. Nous sommes dans les années 70. 1972, très exactement. Donc donne 50 000 $ pour faire une expérience choisie et imaginée par la CIA. Et là, nous sommes dans le programme Stargate, Yves Lignon. Exactement, c'est le début du programme Stargate. Première expérience. Donc les deux physiciens de l'université, Puthoff et Targ, ont accepté. Ils ont reçu la subvention et ils ont un sujet, un personnage, Ingo Swann, un médium si l'on veut, qui va participer à l'expérience. Et arrive un dénommé Christopher Green, qui est donc le représentant de la CIA. Mais là, on ne se cache plus. Okay. On ne se cache plus. Et qui dit, voilà, j'apporte à votre Ingo Swann les coordonnées d'un point quelque part aux États-Unis. Et Ingo Swann va nous dire qu'est-ce qu'il y a à cet endroit. Est-ce que c'est le désert? Est-ce que c'est le golfe de Floride? Est-ce que c'est un sommet des montagnes rocheuses? Voilà. Mais, précise Christopher Green, c'est vrai, ce n'est pas moi qui ai trouvé ces coordonnées. Elles viennent d'un grand chef de la CIA. Donc là, on peut vraiment tout imaginer. Nous nommerons X. 0043. On n'a jamais connu son nom. Ah oui. Donc, on propose ces coordonnées à Ingo Swann, lui dit, voilà, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous inspire? Et dit Ingo Swann, je vois une forêt, des bâtiments clôturés et isolés dans un endroit dégagé. Oui. Une forêt, des bâtiments clôturés et isolés dans un endroit dégagé. Et tout ça me fait penser à une installation militaire secrète. Oui. Bon, pas mal, peut-être, on va voir le résultat. Pas surprenant en même temps, venant de la CIA, peut-être? Venant de la CIA. Mais enfin, imprudent si c'est venant de la part de la CIA. Parce que si c'est vraiment le cas, le médium et les deux physiciens savent à quel endroit désormais se trouve une base secrète. Mais toujours est-il que Puthoff et Targ ne s'en satisfont pas. Ils disent c'est pas assez précis. Alors, heureusement, on a un autre médium sous la main. Et cet autre médium s'appelle Pat Price, et c'est un ancien commissaire de police. C'est l'ancien commissaire de police du quartier de Burbank, là où sont les studios Walt Disney. Alors, je lui dis, écoutez, cher Pat Price, on se connaît, on a fait des petites expériences ensemble. Voilà ce que vient de dire Ingo Swann, c'est pas fameux. À votre tour, voilà les coordonnées. Alors, Pat Price confirme, il s'agit d'une base militaire. Mais lui, il donne des détails sur les constructions. Là, Ingo Swann, le premier, avait parlé de bâtiments clôturés. Lui, Pat Price dit là, tel bâtiment sur la droite, il y a 2 étages, etc. Du coup, Puthoff et Targ, les deux physiciens qui mènent l'expérience, disent, allez mon vieux, encore un effort. Vous avez déjà fait mieux que le camarade, encore un effort. Oh, dit Pat Price, écoutez, je me concentre bien, je fais un effort. Je vais vous dire, à l'intérieur du bâtiment, il y a des bureaux, des noms sur les portes. Ah. Et il donne une liste de noms. Une liste de noms carrément. Les noms sur les portes. D'accord. Il dit, je me sens capable même, à l'intérieur d'un bureau, de vous donner des titres de dossier. Oh. Bon. Et on rapporte les titres de dossier. On fait une liste. Terminé en ce qui concerne les universitaires. Le Christopher Green revient, il prend tout ce qui avait été dit, et il va voir X, celui qui avait fourni les coordonnées. Le gars de la CIA. Et X, il est pris d'une rigolade. Mais d'une rigolade. Il dit, alors là, je crois que ce programme expérimental va s'arrêter là. Parce que les coordonnées que je vous ai données, c'est celles de ma maison de campagne. Ouais. Alors, vous allez nous parler de bases secrètes, etc. Et le Christopher Green, il se sent mal à l'aise. Parce qu'il sait, il l'a raconté après dans ses mémoires, il sait que dans les services secrets, le mensonge, c'est un art, même entre collègues. Et donc, sans rien dire à personne, puisqu'il a les coordonnées, il va vérifier. Il va voir. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ce qu'avaient décrit Ingo Swann et Pat Price. C'est-à-dire un immeuble 2 étages. Non, oui, il trouve des constructions isolées, clôturées, avec terrain militaire, défense d'entrée, et ainsi de suite. Alors, je vais tout vous dire. Eh bien, il s'agissait effectivement d'une base secrète chargée d'intercepter les télécommunications par satellite, les choses comme ça. Donc, on fait de maison de campagne X, bien sûr. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 médiums testés sous contrôle de physiciens et pour le compte de la CIA font
l'expérience de la vision à distance. On leur donne les coordonnées d'un point géographique et ils décrivent, l'un des deux particulièrement, une base militaire secrète. La CIA est tellement scotchée qu'elle nie le résultat, disant qu'il s'agit en fait de sa maison de campagne. Oui, et l'agent de la CIA chargé de superviser l'expérience, Christopher Green, a l'impression que ses dirigeants se moquent de lui. Peut-être parce qu'il a lui-même assisté à l'expérience, il a vu les médiums Ingo Swann et Pat Price en action et qu'il les sent crédibles. Et donc, ce Christopher Green fait sa propre enquête, sans rien dire à ses dirigeants. Et il s'aperçoit qu'effectivement, ses dirigeants lui ont menti, qu'il s'agit bien d'une base militaire secrète. Mais il ne faut pas oublier que l'un des deux médiums, celui qui avait été le meilleur, Pat Price, avait donné des noms sur des portes. Des noms de dossiers. À l'intérieur des bureaux. Et donc Christopher Green veut aller jusqu'au fond des choses. Il veut savoir à quel point sa hiérarchie lui a menti. Donc il se débrouille par ses contacts. Et effectivement, il vérifie. Les noms étaient exacts. C'est-à-dire qu'il arrive à rentrer dans la base militaire. Non. Il n'est pas rentré. Il a fait agir quelqu'un, etc. Vous savez, dans ces milieux-là, tout le monde se connaît. C'est toujours un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. D'accord. Donc il a trouvé quelqu'un à l'intérieur de la base qui a pu lui dire oui, sur telle porte, il y a bien tel nom. Sur tel dossier, il y a bien tel titre. Bon, il l'a gardé pour lui. Enfin, il est allé voir le fameux X en lui disant, écoutez, ce n'est pas la peine d'essayer de me tromper. L'expérience marche. N'essayez pas de me faire croire le contraire. Il faut continuer ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'était une base militaire. La CIA est un organisme civil. Un moment plus tard, nous nous retrouvons, quelques semaines plus tard, en Californie. Chez nos deux physiciens, la Puthoff et Targ, dans leur labo, ceux qui font de l'expérience de parapsychologie et qui acceptent quelques crédits de la CIA. Et arrivent deux grands costauds, la tête, la coupe de cheveux des Marines, pas en civil, mais enfin c'était le seul détail, et qui viennent demander comment deux physiciens universitaires peuvent connaître l'emplacement d'une base militaire secrète qui sert à intercepter les communications par satellite. Alors il a fallu qu'il s'explique. Il leur a dit, écoutez, on travaille pour le même gouvernement. Vous êtes des militaires. Nous, on travaille pour un organisme civil, mais qui a à peu près le même but que vous. C'est aussi le secret. Et donc, mais c'est vrai qu'ils ont reçu dire, enfin, on a quelques explications à vous demander, messieurs. C'est tout à fait authentique. Et puis Puthoff et Russell Targ, quand ils le racontent en riant, bien sûr. Et donc, en tout cas, on est parti comme ça pour 20 ans d'expérimentation. C'est-à-dire que après ces premiers essais... Dans les années 70 en 1972, qui ont montré que ça marchait, mais avec des médiums fournis par les civils. La CIA, puis l'armée américaine, ont cherché à former leur propre médium, capable de faire la même chose que cet Ingo Swann et que ce Pat Price. Alors évidemment, il y a eu une espèce de rideau de fumée. À plusieurs reprises, quand il y avait la moindre fuite, surtout au début, Pat Price, Puthoff, Targ, c'était des civils. En rentrant chez eux, ils disaient « j'ai travaillé pour la CIA », sans penser à mal. Donc à plusieurs reprises, on a dit « le programme s'arrête ». Puis on l'a, par exemple, quand Pat Price est mort en 1975, puis on l'a changé de nom. Puis on a dit « ah oui, il y a bien quelque chose qui se fait, mais c'est plus les civils, c'est l'armée ». Mais ça a duré pendant 20 ans. Et donc, au bout de 20 ans, on avait dépensé tellement d'argent que, au Parlement américain, enfin à la Chambre des représentants, au Sénat, on a commencé à se poser des questions. Dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du contribuable ? Les journalistes en ont parlé. Il y a donc eu un bilan qui a été fait par des commissions scientifiques indépendantes. Et ce bilan, bien sûr, Emmanuel, vu l'heure qu'il est, nous en parlerons demain. Et voilà. Eh bien, écoutez, passez une bonne après-midi et bien sûr, encore une fois, une bonne nuit. On vous retrouvera demain dès 13h30 et jusqu'à 14h30. Notez que cette émission est téléchargeable, bien sûr, sur sudradio.fr. À demain. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.